Ça y est. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Vannucci, qui va venir nous parler. Qui va nous parler des deux erreurs d'Einstein, c'est bien ça. Exact. Voilà. Donc on vous écoute, Monsieur Vannucci. Bien. Alors, si j'ai choisi ce titre un petit peu provocateur, c'est pas par hasard. En fait, c'est le titre d'un article que j'ai écrit pour The Conversation. Alors là, un petit mot de publicité. C'est un site sur Internet qui s'appelle theconversation.com. C'est en français, bien que ça ait démarré en Australie avec un essaimage dans les pays anglo-saxons. Et chaque jour, il paraît une dizaine d'articles sur des arguments aussi bien plein d'écologie, plein de Covid, plein d'Ukraine actuellement. Et moi, de temps en temps, j'écris un article scientifique. Alors, initialement, on m'avait demandé un premier article, puis j'ai pris goût à l'exercice, et j'en suis à 27 articles, je crois. 958 000 lecteurs ce matin. C'est quand même pas mal. Et donc, en particulier, celui-là, les deux erreurs d'Einstein, j'ai écrit ça pendant le confinement. J'étais bloqué dans mon appartement, là, et puis mon bureau était inaccessible à l'université, donc je n'avais que ma tablette à la maison, et sur ma tablette, je pouvais écrire des articles sur ce site. Alors, bon, il m'a venu cette idée. Et alors, au contraire des autres articles où j'accumulais entre 3 000 et 20 000 lecteurs par article, ce qui est déjà pas mal, là, immédiatement, le premier jour, 50 000, le deuxième jour, 80 000 à peu près. Une semaine plus tard, traduction en anglais. Einstein's two mistakes. 150 000, saturé à 180 000. Avec votre accord. Une semaine encore plus tard. Avec votre accord, la traduction en anglais. Comment? Avec votre accord. Bien sûr, bien sûr. J'allais pas refuser la notoriété mondiale. ensuite, une semaine plus tard, version espagnole. Los dos errores de Einstein. 160 000 lecteurs. Au total, 440 000 lecteurs juste pour cet article. Alors je me suis dit, tiens, ça plaît au public. Et c'était devenu viral sur Internet. Tweets, retweets, du Mexique à l'Inde, d'Espagne, Espagne reproduit par El País. Bon. Et j'ai même reçu une invitation pour une interview sur une radio new-yorkaise de monsieur Leonard Lopati, apparemment bien connu à New York, 1 heure de direct, ce qui fait que, je l'ai déjà dit à Madame Léotis, mais je peux le répéter, ce qui fait que pour me remettre un petit peu dans le bain de l'anglais, j'ai relu Moll Flanders à toute vitesse. Et puis bon, ça s'est bien passé. Et à la fin, ce monsieur a l'air d'être, enfin est connu, il a son interview chaque jour de personnalité du moment. Je ne sais pas comment il a trouvé cet article, toujours est-il que je l'ai remercié, que j'étais très honoré de parler chez lui après Catherine Deneuve. Et alors, avec un sourire, il m'a répondu « Oui, et aussi Jeanne Moreau ». Donc, voilà cet article. De quoi s'agit-il? C'est un petit peu l'interférence qui peut se produire entre la pensée rationnelle et scientifique et puis interférence avec préjugés, enfin, des idées philosophiques de base dans la cervelle du scientifique. Et oui, sauf que moi, je crois que j'ai passé pour moi. Et alors, bon, j'ai illustré ça avec une jolie estampe qu'on trouve dans un bouquin de Flammarion, fin du 19e siècle. Flammarion était un astronome, un grand vulgarisateur. Et cette estampe reproduit un chercheur qui essaye de comprendre
qui essaye de comprendre le monde qui l'entoure. Et la légende est assez croustillante. Un missionnaire du Moyen-Âge raconte qu'il avait trouvé le point où le ciel et la terre se touchent. Ça, c'est joli comment c'est passé. Bon, donc on va parler de recherche scientifique et puis de rationalité dans la méthode scientifique. Et vous allez voir, et c'est tout le point de cet article, vous allez voir que la cervelle humaine est toujours influencée par des bases philosophiques ou des idées préconçues. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique? La méthode scientifique essaye de comprendre le monde, tous les phénomènes qui s'y passent et qu'on observe par les 5 sens, et essaye de les mettre en rapport, de tirer les points communs, et à partir de là, l'intelligence humaine doit concevoir une loi, et par exemple, Newton regarde la pomme qui tombe dans son verger, et puis il compare ça aux orbites, aux planètes qui tournent sur leurs orbites, et idée, F égale m gamma, la loi de Newton de la gravitation. Bien. Mais, Excuse-moi, je peux intervenir là. comment? On peut intervenir au milieu, tu préfères à la fin. Est-ce que vous préférez On peut qu'on intervienne intervenir au milieu ou tu préfères à la fin? Non, parce que F égale m gamma. S'il y a des questions, pourquoi Non, pas? mais F égale m gamma, ça serait plutôt Galilée. Newton, c'est F égale kmn sur F. Non, F égale m gamma, c'est Newton. Ah, c'est Newton. Alors, c'est Newton. Galilée, c'est la chute des corps, exact. Je parlerai de Galilée. Hein. Galilée est un très grand homme, je le considère beaucoup, mais c'est Newton qui a unifié les chutes dans le champ des Théorie- Ce n'est pas la gravitation, c'est l'inertie. C'est L'inertie, la loi d'inertie. Et Ah, la là, loi de comme la vous gravitation, voulez, c'est celle. j'ai enseigné ça à l'université, j'appelle ça la loi de Newton de la gravitation. Hein, bon. Alors, si vous On va voulez pas se être battre. plus royaliste que le roi, d'accord. Marshall a raison, c'est la loi d'inertie. Bon, toujours est-il que une loi scientifique, c'est quoi? C'est une représentation de la réalité formulée par une expression basée sur les mathématiques. Donc, tout ceci depuis 4 siècles et depuis Galilée. Ça s'est développé systématiquement. D'abord la gravitation, ensuite d'autres forces dont on parlera. Et ça nous a donné un ensemble qui se termine par les téléphones portables, etc., etc. Ce sur quoi on peut insister, c'est que la méthode scientifique demande toujours, après la conceptualisation, une vérification expérimentale de toutes les conséquences de cette loi. Et on verra que ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, on peut dire que en sciences de l'extrême, aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, des théoriciens proposent de nouvelles théories. Par exemple, en infiniment petit, c'est la théorie qu'on appelle des cordes, ou en infiniment grand, c'est la théorie qu'on appelle du multivers. Alors attention, hein, il y a le métavers de M. Spielberg, hein, oui. Et puis il y a le multivers des théoriciens cosmologistes. Le multivers, c'est l'idée que nous sommes dans un univers où il y a une infinité 10 puissance 500 univers semblables au nôtre autour de nous. Oui, mais ça n'est pas l'unité scientifique. Hein? C'est invérifiable, donc c'est pas scientifique. Bien sûr, justement, c'est ça que je dis. Ce sont des spéculations, c'est plus du domaine de la physique. Mais la théorie des cordes pour l'infiniment petit, qui demanderait, qui envisage des dimensions de 10-35 mètres, alors qu'on est actuellement bloqué à 10-18 mètres, demanderait un accélérateur de la taille de la galaxie, et donc c'est pas non plus de la physique. Mais tout ceci, le niveau de conceptualisation, est possible grâce à l'intelligence humaine. Et là, eh bien,
bien, l'intelligence humaine, elle a ses propres règles. Et on va voir ce qui en découle pour Einstein. Alors, puisque je parle de deux erreurs, voyons d'abord la première. La première est bien connue, au moins dans le cercle des physiciens. La première erreur, ce que j'appelle la faute à Aristote. Alors, Aristote, c'était un métèque, précepteur d'Alexandre le Grand, et qui a écrit des tas de papiers. Et il y a pas mal de choses qui ressemblent fort, avec nos connaissances actuelles, à de pures bêtises. Alors, l'une, c'est l'immobilité et l'état naturel des objets. Pourquoi? Parce qu'un objet qui est en mouvement finit toujours par s'arrêter. Alors, c'est Galilée qui a dit « Ah oui, mais ça, c'est pas parce que c'est dans la nature de l'objet, c'est parce que cet objet, s'il se déplace, il se déplace en contact avec quelque chose et il y a des forces, de la friction et la vitesse freine qui finit par s'arrêter. » Bien. L'autre, c'est la fameuse « la nature a horreur du vide ». Ça aussi, c'est d'Aristote. Là aussi, c'est Galilée, avec son élève Torricelli, qui montre qu'on peut produire du vide, même sur Terre, avec le tube de Torricelli. Et Pascal a vérifié ça sur le cube d'Ohm un peu plus tard. Alors, il y en a une autre affirmation qui apparemment se trouve dans les écrits d'Aristote. Alors ça, je n'ai pas lu Aristote. Hein. J'ai trouvé que, d'après lui, les mouches ont 4 pattes. Alors, j'ai trouvé ça dans un roman de Saramago, un écrivain portugais. Alors, l'a-t-il inventé? Mais je ne serais pas tout à fait étonné que ce soit bien dans Aristote. Hein, Aristote s'est dit, les chats ont 4 pattes, les vaches ont 4 pattes, donc les animaux ont 4 pattes, donc les mouches ont 4 pattes, sans aller voir. Donc c'est un pur préjugé que les animaux ont 4 pattes. Pourtant, les poules, les canards, ils ont que 2. Les canards et les poules ont 2 pattes, Les 8 pattes ont 8 pattes. mais 2 ailes peut-être. Je ne sais pas ce qui se passait dans le cerveau d'Aristote. Mais il est clair que les mouches n'ont pas 4 pattes. Et il suffit d'en attraper une et de compter. Et apparemment, il ne l'a pas fait. Bah. Donc C'est pas grand monde qui l'a fait. Hein. Ah, il avait quand même de la suite dans les idées. Il s'est fait financer par Alexandre une campagne de recherche dans le monde connu à cette époque-là, avec 1 millier de personnes, des jardiniers, des chasseurs, des pêcheurs, etc., pour faire la comptabilité de la faune et de la flore qui existait. C'était déjà intéressant comme J'aurai une prochaine résumé séance, de une prochaine la réalité. Harry Potter les deux. Et alors, son dernier. Ça m'étonnerait quand même de la part d'Aristote. Comment? Oui, absolument. Ça m'étonnerait quand même de la part d'Aristote. Absolument. Parce qu'il était très au courant. Même Darwin lui rend hommage dans l'origine des espèces. Hein. Oui, mais tout le monde lui rend hommage parce Ça que ça a m'étonnerait été que les le mouches à 4 pattes, le penseur même numéro l'enfant, 1. Oui, Je crois que Saint Thomas c'est aussi un lui gars. rend hommage. Je crois que c'est une blague. C'est un gars. Et toujours est-il qu'il a écrit des choses. Et comment Un peu rapidement. peut-on affirmer qu'il a écrit des choses quand on n'a pas lu? C'est la question quand même. Parce que fondamentalement, moi, quand on Ces réfléchit choses-là, bien- ces choses-là, bon. Excusez-moi de Oui, c'est débat comme tout. critique, C'est hein. comme tout. On le trouve. Je ne l'ai pas inventé. Oui, mais attendez, Hein? entre ce que les gens disent et ce qui est, je pense qu'il faut aussi prendre la peine d'aller lire. Alors, Si on je peut vous lire, charge parce pour la que- prochaine fois d'aller lire l'œuvre d'Aristote et de vérifier qu'il n'a pas écrit ça. Il a dû voir les Non, scarabées. mais ce que je suis en train de dire, Je crois que c'est c'est que un la démarche livre scientifique, vraiment très compliqué, hein. la démarche Il y a des scientifique, livres. vous venez de le dire, elle consiste à aller vérifier. La démarche scientifique consiste à aller vérifier. Là, Je vous nous suis- démontrez que vous n'avez pas eu une démarche scientifique concernant Aristote. Parce que je pense Écoutez. que... Non, mais c'est une critique. Hein. Oui, non, je comprends. Vous avez raison théoriquement, mais vous vous apercevrez que toute la connaissance scientifique est comme ceci. Ma spécialité, ce sont les neutrinos. Bon.
C'est pour ça que je suis là, moi. Je m'étais dit que vous alliez peut-être. Non, mais je crois que c'est une blague d'un romancier portugais. Oui, je suis d'accord. Sur les neutrinos, j'ai fait des expériences, je sais comment ça marche. Mais dès que je quitte cette truc-là, je ne peux pas vérifier que l'univers a 13,7 milliards d'années. Hein, que le Big Bang s'est passé il y a 13,7 milliards d'années. Je suis obligé de croire dans des collègues qui sont spécialisés dans ces trucs-là et qui ont fait des mesures. Le romancier portugais, c'est pas... Et tout est comme Oui, ça. absolument. Tout est comme ça. Je pense que ce qu'on demande en règle générale à nos élèves, je pense que vous avez été professeur, Ouais. c'est quand même de vérifier les sources. Ça me paraît fondamental. Si vous, Oui. si vous vérifiez C'est un pas les, détail, hein. si vous ne vérifiez pas les sources, bah, vous avez des informations qui sont erronées. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, hein, j'en sais rien, hein, j'ai pas été vérifié. Moi. Mais je pense que la démarche scientifique, quand on est un scientifique, parce que vous êtes en train de nous expliquer que la démarche scientifique consiste à les vérifier, là pour le coup, bah, on vous titille un petit peu, on vous embête. D'accord. Mais vous continuez, c'était intéressant. La dernière blague d'un romancier portugais. Cela dit, il n'a pas dit qu'il était sûr que Oui, bien sûr. c'était la vérité. Non, mais absolument. J'ai trouvé dans la littérature ces choses-là. Et la littérature. au moins pour les deux, c'est passé comme une réflexion populaire. La nature a horreur du vide. D'où est-ce que ça vient? Bon, quelqu'un l'a dit. C'est pas moi qui l'ai dit en premier. Non mais attendez, on va vous écouter pour la suite. D'accord. C'était juste pour vous titiller un petit peu. Bon, alors, le dernier point, c'est que le cosmos est immuable. Et ça, c'est pas seulement Aristote, c'est tous les Grecs anciens. Hein. Et effectivement, si vous regardez un ciel étoilé l'été, hein, tout est calme, et puis tout se reproduit jour après jour, année après année, vous avez l'impression que, effectivement, le cosmos est immuable. Et ceci a amené une première difficulté pour Einstein lui-même. Hein. Et c'est quand il a développé sa relativité générale. La relativité générale, c'est ce qui transcende la loi de Newton de la gravitation. Donc j'ai écrit là l'équation qu'on appelle le Friedmann-lemaitre, qui est l'équation clé de la relativité générale. Il y a l'évolution de l'univers, il y a la densité de l'univers, il y a un terme de pression, il y a la vitesse de la lumière, il y a la constante de gravitation. Et quand Einstein a trouvé cette formule, il a cherché à la résoudre, et la solution lui donnait un univers qui n'était pas statique. C'est-à-dire qu'il grossissait ou rétrécissait en fonction du temps. Un univers instable. Ça ne collait pas avec Aristote. Hein? Ça ne collait pas avec Aristote, c'est clair. Non, c'est complètement en porte-à-faux avec Aristote. Et là, il était tellement sous l'emprise d'Aristote qu'il a rajouté à la main un paramètre dans ses équations de telle sorte que l'univers reste statique. La constante cosmologique. La constante cosmologique. Alors, attention, pour ceux qui connaissent un petit peu, on reparle de constante cosmologique à l'heure actuelle, et c'est une constante cosmologique totalement différente de celle d'Einstein. En fait, celle d'Einstein donnait une solution qui était instable. Hein, ça fixait bien une dimension, mais c'était un équilibre instable, c'est-à-dire que dès que ça vibre un petit peu, tout s'écroule. Donc c'était pas une solution stable, une solution forte. Alors, et donc ça signifie que dans l'esprit d'Einstein, eh bien, l'univers était immuable. Et en fait, les Grecs anciens, cette idée le cosmos est immuable quand la Terre est périssable, ça signifie qu'on avait dû inventer un cinquième élément pour constituer le cosmos. Hein, vous savez que chez les Grecs, la Terre, les objets terrestres sont construits à partir de 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Et tout ceci c'est périssable. Et le cosmos étant immuable, il fallait un cinquième élément qui sont appelés les terres.
qualifier votre distillation sur les alchimistes. Non, mais c'est la quintessence est venue plus tard chez les alchimistes. Les 4 éléments, c'est Empédocle en fait. Hein. Ah, C'est Empédocle. Il y a 4 éléments, il y a des forces qui les unissent, les forces de l'amour, on dirait aujourd'hui attraction, et les forces de la guerre, on dirait aujourd'hui répulsion. C'est une façon de parler. Quant à la terre, etc., en fait, c'est l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, et l'état plasmatique, le feu. Et l'État? Plasmatique, le feu. Bon. Toujours est-il que, en 1929, M. Favreau montre que l'univers est en expansion. C'est-à-dire que l'univers grossit au fur et à mesure que le temps passe. Et donc, Einstein, à ce propos, dit qu'il admet avoir fait sa plus grosse erreur. Et c'est ça la première erreur d'Einstein. Alors, celle-ci amène quand même à quelque chose d'assez amusant, une conséquence historique qu'il est un petit peu difficile de comprendre là aussi. En 1054, une supernova a explosé dans l'hémisphère nord. Alors qu'est-ce que c'est qu'une supernova? Ici, j'ai une photo de la dernière supernova qu'on a vue à l'œil nu en 1987, le 20 février 1987. Vous voyez le fond du ciel tel qu'il était, le fond du ciel tel qu'il était avant, et puis lors de l'explosion. Alors si vous regardez de près, vous retrouvez bien les étoiles dans le fond, derrière la supernova, et cette supernova donne une lumière qu'on voit en plein jour et qu'on voit pendant des semaines, et qui émet autant de lumière que toute la galaxie qui l'entoure. Et donc, et cette supernova de 1054, on la voit toujours, il y a un fossile, une lumière fossile, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nébuleuse du crabe. Donc, la nébuleuse de quoi? du crabe. C'est les astronomes qui la voient. C'est les astronomes qui la voient. Oui, Alors que celle de 1987, n'importe qui pouvait la voir. Celle de 1987, n'importe qui pouvait la voir. Non, c'était l'hémisphère sud. Ah, dans l'hémisphère sud. Oui, mais L'hémisphère sud. sans télescope. Elle a été vue en Argentine. Ah, enfin, je veux dire, n'importe qui en Argentine pouvait la voir. Oui, autrement, bien sûr. Oui, oui. Et donc, l'énigme, c'est que cette supernova de 1054 est bien mentionnée dans les écrits chinois, alors qu'il n'y a aucun écrit européen qui la mentionne. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bon. Ça signifie que peut-être les qu'il gens l'ont faisait vu. mauvais temps. Hein? Ça signifie peut-être qu'il faisait mauvais temps en Europe. Pendant des semaines. Oh, là où ça arrive. Voyons. Tout de même. Des nuages pendant des semaines, là. Non. Je crois que. Et à propos, j'ai parlé de ça un jour en Algérie, et on m'a dit: ah, mais dans les écrits arabes, il est mentionné. La supernova est mentionnée. Alors ça aussi, j'ai pas vérifié. Donc, c'est pas scientifique, donc je ne vous l'assurerai pas. Toujours est-il que, bien sûr que le paysan dans son champ ou l'ouvrier a vu cette lumière, mais les érudits n'ont pas considéré que c'était important. Et pourtant, c'était quelque chose qui rompait complètement l'immutabilité du cosmos. C'était un phénomène exceptionnel. Bon, alors, je voudrais malgré tout dire, à la décharge d'Aristote, que, en quelque sorte, il avait presque raison. Hein. Pourquoi? Parce que une supernova qu'on voit à l'œil nu, c'est quelque chose d'extrêmement rare. On en voit à peu près, dans les temps historiques, on a répertorié à peu près une par siècle, à l'œil nu. Si on intègre sur l'ensemble de l'univers, il y a à peu près une supernova par seconde. Il faut aller très loin, et donc on ne va pas, ça ne fait pas suffisamment de lumière pour arriver jusqu'à là. Et donc, Aristote avait en quelque sorte presque raison, c'est-à-dire que ce qu'il avançait, c'était quelque chose de vraisemblable dans le sens où, vous savez, une
bonne probabilité, c'était le bon sens. Mais, de nouveau, une connaissance scientifique, c'est quelque chose qui doit être constamment vérifié par les faits, et chaque fois qu'il y a un phénomène qui va à l'encontre d'une loi scientifique, eh bien, il faut réviser la loi scientifique, ou la compléter. Et c'est par exemple la planète de Leverrier vers 1850, quelque chose comme ceci, qui voit une anomalie dans l'orbite, si je me souviens bien, c'est d'Uranus. L'orbite ne suivait pas la loi de Newton. Alors, au lieu d'enterrer la loi de Newton, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dit, peut-être que la loi de Newton est correcte, mais il y a un autre puits de gravitation plus potentiel proche, et c'est comme ceci qu'on a trouvé Neptune. Bien. Alors passons à la deuxième erreur, et je l'appelle la faute à Platon. Alors vous voyez, la faute à Aristote, la faute à Platon, je viens de relire Les Misérables. Et je ne sais pas si vous connaissez Gavroche. La faute à Voltaire. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Non, à Roux, et c'est là où il se fait fusiller sur la barricade. Il n'a pas le temps de finir. Bon, alors la faute à Platon, c'est quoi? Là aussi, bien sûr, Platon était le maître d'Aristote, non? Platon était le maître d'Aristote. Et Platon, c'est l'idéalisme. Alors, il disait, alors, là aussi, je n'ai pas vérifié, je ne dis pas le grec. Il y a certainement des traductions intéressantes. Que la pensée humaine est idéale, indépendante des contingences de la réalité naturelle. C'est très beau. C'est très beau. Comme je dis ici, beau programme qui donne toute sa suprématie à l'intelligence humaine, mais qui est complètement en porte-à-faux avec la méthode scientifique. Parce que la méthode scientifique s'appuie sur la réalité et elle doit toujours être en accord avec la réalité. Donc, le vœu de Platon ne marche pas avec la méthode scientifique. Et alors, que pensait Einstein? Eh bien, Einstein, il a, ce sont ses propres écrits, j'ai lu. Il dit, c'est ma conviction que la pure construction mathématique nous permet de découvrir les concepts avec les lois qui s'y attachent pour donner les clés des phénomènes naturels. En un certain sens, je tiens pour vrai que la pensée pure soit capable de saisir le réel. Il faut le redire une deuxième fois parce que c'est la dernière phrase qui importe. Non, même le début est intéressant. Bon. C'est ma conviction que la pure construction mathématique nous permet de découvrir les concepts avec les lois qui s'y rattachent pour donner les clés des phénomènes naturels. En un certain sens, je tiens pour vrai que la pensée pure soit capable de saisir le réel. Je la connaissais, la pensée. Il considérait la réalité comme quelque chose de... comme un problème de géométrie, où tout est expliqué à partir de certains éléments de base et tout comprendre. Et c'est là où je vous montrerai que la physique montre actuellement qu'on ne peut pas tout comprendre. On ne pourra jamais tout comprendre. Bon, alors passons, voyons. Alors, par rapport à cette pensée d'Einstein qui est hégémonique, qui est très très belle, très puissante, mais qui va à l'encontre de la simple physique. Physique, ça vient du grec physis, qui veut dire nature. C'est l'observation et la compréhension de la nature.
Et bien là, en comparaison avec ce que dit Einstein, je propose une phrase de Heisenberg et de Bohr, les patrons de la mécanique quantique, avec Pauli, Schrödinger, etc., Dirac, etc., etc. La physique ne cherche pas à dire ce qu'est la nature, mais seulement comment elle se comporte dans des conditions bien définies. Donc, c'est pas ce que faisait Einstein, c'est la question que je pose. Pas non plus le comment. L'un n'exclut pas l'autre. Non. Einstein est je dirais, un théoricien à 100%. Bohr et Heisenberg aussi. Hein. Mais ils sont beaucoup plus modestes. Ils s'aperçoivent que eh bien, la physique, elle est limitée à certains processus. Et je discuterai tout à l'heure. C'est la discussion entre pragmatisme et ontologie, en fait. Si vous voulez. C'est-à-dire, on cherche à savoir comment plutôt que le pourquoi. Non, mais si je peux me permettre, en fait, Einstein était un grand lecteur de Platon. Il se disait, disciple de Spinoza, il disait, je crois que l'univers, que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, c'est une phrase célèbre, mais son Dieu c'était le Dieu de Spinoza, c'est-à-dire, comme disait Pascal, le Dieu des philosophes et des savants. C'est une sorte de Dieu panthéiste. Mais ce qui m'étonne, quand même, dans cette phrase que tu as citée, c'est que dans la relativité restreinte, Einstein a mis en postulat l'invariance de la vitesse de la lumière, parce qu'on voyait que la vitesse de la lumière était invariante. Il a dit, je prends ça, je prends le principe de relativité d'égalité et je déduis tout mathématiquement. Mais Einstein n'était pas un bon mathématicien, c'est pour ça que ça m'étonne. Einstein, c'était plutôt quelqu'un qui était très proche des réalités. Il travaillait à l'Office des brevets à Berne. Il a conçu des gadgets. D'ailleurs, il a eu le prix Nobel pour un gadget, en fait, pas pour la relativité. Hein. Donc ça m'étonne un peu, c'est un petit peu en dehors de son parcours, j'ai l'impression. Ça, il a écrit. Il a écrit. Bon, ça, Je dois dire qu'on pourrait philosopher longtemps justement sur cette phrase, parce que qu'est-ce que la pensée pure? C'est vraiment, pour moi, c'est pas évident. La pensée pure. Tout à l'heure, je vais. Mais je pense que Heisenberg était inspiré par Kant. Je vous parlerai de l'être en soi et des états propres. Bon. On essaye de finir à toute vitesse. Non, pas à toute vitesse, c'est intéressant. Bon. C'est pas parce que vous êtes interrompu, pas que c'était la critique, parce que c'est ça qui est intéressant. D'accord, vous avez tout le temps, hein. Je fais gaffe, on dit. Il n'y a pas de limite. Bon, toujours est-il que la mécanique quantique dont on va parler, et je le montrerai tout à l'heure, oui, mais je crois que ce soit... la mécanique quantique va nous montrer que notre connaissance est contrainte, elle est finie. On ne pourra jamais tout connaître des phénomènes de l'univers. Et alors, cette remarque est à rapprocher d'une de Poincaré qui est très pragmatique. Le rôle d'une théorie n'est pas d'être vrai, mais d'être utile. Et le physicien doit en rester à cette... Alors, la révolution quantique. J'ai juste quelques heures, parce que je ne veux pas non plus... Non, mais vous avez tout le temps, hein, parce que nous on dîne après. Mais moi, dans une demi-heure, je suis au lit. Hein. Vous ne connaissez pas mes horaires. Ou alors faites comme à votre habitude, hein. On ne va pas vous obliger à rester parmi nous si vous êtes ailleurs. Bon, alors, la mécanique quantique, la révolution quantique, c'est quoi? La physique newtonienne, c'est-à-dire de la gravitation, est absolument déterministe. Ça signifie qu'il n'y a pas de hasard, sauf les erreurs de mesure. Bon, mais les erreurs de mesure, plus les technologies avancent, et plus les erreurs diminuent. Bon. On a certaines valeurs connues à 10-15 près, ce qui est quand même pas mal. Mais alors c'est vrai, il y a toujours le problème des trois corps, des choses comme ceci. Toujours est-il que
je ne considère pas le hasard des erreurs de mesure comme vraiment très important, parce qu'il y aura un hasard beaucoup plus important qui va venir, c'est le hasard quantique. Alors, donc, on sait calculer exactement, de nouveau à quelques incertitudes près, on sait calculer exactement la trajectoire d'une balle qu'on fait tomber, ce qui fait que Spinoza a pu affirmer que nous croyons libres quand nous sommes libres comme la pierre qui tombe. Hein, il n'y a pas à tergiverser, on peut prédire exactement, calculer exactement le point de chute d'une pierre. Emmanuel Kant, et ça aussi je l'ai lu, ajoute quelque chose qui sur le coup m'a bouleversé. Il dit: plus nous connaissons, moins nous sommes libres. Et effectivement, dans le cadre du déterminisme, hein, si nous connaissions parfaitement toutes les lois de l'univers, eh bien, tout le futur pourrait être calculable. Non. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est libre, justement. Mais non, non, plus nous connaissons, moins nous sommes libres. Il a écrit ça, mais je ne suis pas d'accord. Ça, c'est l'idée de Laplace. Et pourtant, si on réfléchit un petit peu, hein, c'est comme la pierre qui tombe. Hein? Je crois qu'il voulait dire. Il dit qu'il y a une source de liberté dans chacun. Je crois qu'il voulait dire que nous connaissons. D'où vient cette liberté? Moi, Je vous avez discuterai montré après. sur notre livre. Je discuterai après. C'est plutôt ça. Si je peux me permettre, c'est de l'anti-spinozisme. Comment? C'est de l'anti-spinozisme, parce que Spinoza disait être libre, c'est connaître. C'est connaître, c'est déterminant interne et externe. À partir du moment où je connais par quoi je suis déterminé, je suis libre. Alors que, d'après cette phrase que vous avez citée de Kant, plus on connaît, plus on a l'impression qu'on n'est pas libre. Mais il y a une jonction qui est assez subtile. Hein. Et je crois que la jonction se trouve un petit peu dans les idées de Kant. Enfin, on ne peut pas Bon, puis je veux dire que je me suis dit, mais c'est tout à fait contraire à l'esprit du siècle des Lumières, où plus nous apprenons et plus nous devrions être libres. Et c'est aussi le serpent de la Genèse: mangez du fruit de la connaissance, vous serez comme des dieux libres. Et donc je me suis dit, bon, peut-être que le serpent a menti. C'est qu'il serait dans son rôle. Je pense qu'il faut toujours, sorti de son contexte, une phrase peut avoir d'autres sens en fait. Hein. Ce qu'il faudrait savoir dans quelles circonstances, enfin, dans quel contexte il a oui. Plus nous connaissons, moins nous sommes libres. C'est à partir du déterminisme. À cette époque-là, il n'y avait que le déterminisme. Et c'est logique, c'est rationnel. C'est tout à fait rationnel. Hein? Sauf que ce qui nous sauve, c'est que ceci n'est valide que de la physique déterministe, c'est-à-dire de la physique classique. Et la physique classique, c'est quoi? C'est la gravitation. Or, on connaît trois autres forces fondamentales: l'électromagnétisme, la force forte et la force faible, qui ne sont pas déterministes. Et c'est ça que je vais discuter. Hein? Et ces forces non gravitationnelles nous font passer du déterminisme strict au probabilisme. Et là, il y a de la liberté, parce qu'il y a un hasard. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique? Elle est née en 1900 avec Max Planck, qui ne comprenait pas, enfin personne ne comprenait à cette époque-là les raies lumineuses émises par des gaz. Et il n'avait pas une grande théorie par derrière, mais dans les calculs, il a fait un modèle où l'énergie est granulaire. Alors, la matière est granulaire, hein, elle est formée d'atomes. Atome, en grec, ça veut dire insécable, indivisible. On sait aujourd'hui que les atomes sont divisibles en 36 000 morceaux. Mais malgré tout, la matière est construite d'éléments primaires. Eh bien, pour lui, il a essayé, et il a vu qu'il reproduisait bien les spectres lumineux, en considérant que la lumière
elle aussi, était granulaire, c'est-à-dire il y a des petits grains d'énergie dans la lumière. Et C'est l'art de Newton. Comment? Newton l'avait proposé. Alors, oui, mais Newton, ça reposait sur une idée. C'est une idée. La nature de la lumière, effectivement, dès le XVIIe siècle, il y avait Newton qui disait ce sont des grains de lumière, et il y avait Huygens qui disait c'est des ondes. En fait, on a vérifié les ondes, mais pas les grains. Comment? On avait vérifié que les ondes, c'est interférence, il y a diffraction. On n'avait pas vérifié les grains. Et en fait, Planck a vérifié que ça pouvait être des grains. Non, C'est la théorie il a vérifié que le spectre d'émission du corps. des éléments pouvait se comprendre si on imaginait que la lumière était granulaire. C'est ça, rien de plus. Donc, a donné une base expérimentale à une intuition de Newton. Il faut dire ça. Si vous voulez, mais ensuite ça va se vérifier. Et la théorie granulaire de la lumière de Huygens, elle a été complètement mise à la porte au temps de Maxwell. Maxwell, c'est les équations d'unification de magnétisme et de l'électricité, c'est fantastique, c'est ce qui introduit la vitesse de la lumière, etc. Donc au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, tout le monde était sûr que la lumière était une onde. Et alors, Planck donc arrive avec cette idée complètement révolutionnaire, et c'est Einstein lui-même en 1905 dans son Annus Mirabilis. Oui, 5 papiers. 5 articles révolutionnaires en une année. Il interprète l'effet photoélectrique comme une interaction entre... Alors l'effet photoélectrique c'est quoi? Vous illuminez une plaque métallique et un courant secret. C'est-à-dire que vous libérez des électrons grâce à l'illumination dans certaines conditions. Et il a compris ça en imaginant que la lumière était faite là aussi d'un flux de particules qu'il a appelé les photons. Et donc l'effet photoélectrique, c'est quoi? C'est un photon qui interagit avec un électron, qui donne son énergie à un électron, et l'électron, avec l'énergie, est libéré et forme un courant. Je précise, c'est pas Einstein qui l'a découvert. C'est pas Einstein, c'est lui qui l'a il expliqué. n'était pas expérimentateur. Non, c'est lui qui l'a expliqué. C'est Et lui qui l'a c'est à la expliqué. base des cellules photovoltaïques. Comment? Toute l'énergie solaire, des cellules photovoltaïques, tout ça, c'est basé sur l'effet photovoltaïque. L'énergie solaire et l'effet photovoltaïque. L'énergie solaire, c'est du nucléaire à l'intérieur. Non. C'est la fusion. Non. Je ne parle pas de l'énergie qui vient du soleil. Je viens de l'énergie l'énergie solaire qu'on peut utiliser pour faire du courant. Ça, c'est les piles photovoltaïques. Ah, si, oui, bien sûr. Les piles photovoltaïques, Bien sûr, qu'on appelle l'énergie solaire, c'est ça. Les panneaux solaires, oui, bien sûr. Les panneaux solaires, Bien sûr. c'est un kilowatt c'est un qui arrive résultat sur chaque avec l'effet photoélectrique. Bien sûr. C'est pour ça qu'il a écrit. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il a écrit Nobel, d'ailleurs. Exact. En 1921, Jacques alors qu'il n'aura pas de prix Nobel pour la relativité. Non, parce qu'il faut savoir que le prix Nobel, on l'attribue à des gadgets expliqués et qui donnent une application. Le prix Nobel, c'est ça, c'est pas des idées, même géniales, c'est pas ça le prix Nobel. La relativité, il n'y avait pas d'application à l'époque, alors que l'effet Le prix Nobel de Glashow, Weinberg et Salam est entièrement théorique pour le modèle standard des particules. Oui, mais ça entraînait des conséquences. Bien sûr, il y avait avant ça des résultats que cette théorie expliquait, mais ça c'est ça. Il faut toujours comme ça. Il faut toujours qu'il y ait de l'expérience derrière. Ah, bien sûr. Autrement, c'est de la physique. Purement théorique, il n'y a pas de... On a dit que c'était de la spéculation autrement. Bien sûr. Bon. Et donc, il faut en arriver à la conclusion que la lumière est à la fois une onde et un flux de particules. Et donc c'est cette dualité qui est difficile de concevoir. Alors, ensuite, Niels Bohr parle des orbites atomiques et Werner Heisenberg écrit ses relations d'incertitude. Je passerai là-dessus. Alors, le hasard quantique, il est
bien mise en évidence sur une expérience d'interférence comme ceci. Vous avez un certain dispositif, ce qu'on appelle des fentes de Young, c'est-à-dire deux fentes parallèles, proches, et vous envoyez un faisceau d'électrons. Vous envoyez un électron, et là, bon, vous ne voyez rien, mais il y a des points blancs, là, sur cet écran, et c'est le point d'arrivée d'un électron. Vous envoyez un autre électron, il arrive là. Exactement le même électron. Un autre électron, il arrive là. Ça a l'air complètement au hasard, hein, complètement aléatoire. Si vous continuez, vous continuez, vous avez cette tâche-là. Vous continuez, vous avez cette tâche-là. Alors là, vous commencez à voir des régions plus ou moins illuminées. Hein, il y a des régions sombres et puis des régions où il y a davantage d'électrons. Et si vous continuez encore, eh bien voilà ce que c'est. C'est-à-dire que vous voyez des raies où il y a beaucoup plus d'électrons, des raies sombres et des raies lumineuses. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous suivez un électron particulier, eh bien, il a l'air complètement libre, vous ne savez pas où il va tomber. Mais si vous suivez 1 million d'électrons, eh bien, ce million d'électrons va vous dessiner quelque chose que vous savez calculer. C'est des électrons ou des photons là? Hein? C'est des électrons. Là, bon, ça se fait aussi avec des photons. Non, mais parce que On les commence électrons, ça vient de deux fois. on commence avec des photons. Au départ, Les interférences dépassent, mais les électrons, ça date de le deux volts. microscope électronique, Voilà, ça, c'est des deux électrons. volts. Et c'est la même On va chose. faire un pas sur deux volts. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, et donc, il y a hasard, liberté pour l'électron, et il y a une sorte de déterminisme, mais collectif pour une population suffisamment nombreuse. Non, c'est la loi du hasard. Comment? Alors, en fait, le hasard, en mécanique de l'infiniment petit, il se trouve même bien avant toutes ces questions d'interférence et de... il se trouve dans la radioactivité. Qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Vous avez des éléments instables qui meurent au fur et à mesure que le temps passe. Et par exemple, là, j'ai pris le carbone 14, parce que le carbone 14, c'est ce qui sert aux datations pour les momies et tous ces trucs-là. Vous prenez un élément de carbone 14, au bout d'un certain temps, il va se désintégrer en un azote 14, plus un électron, plus un positron, plus un neutrino. Bon. Au bout de combien de temps? Eh bien, si vous en prenez un, il se désintégrera tout de suite. Si vous en prenez un autre, ça sera au bout d'1 an, un autre au bout de 10 ans. Et là, le temps de vie du carbone 14, c'est 5700 ans. C'est pour ça que c'est adapté pour les momies et tous les artefacts égyptiens. Et si vous faites la distribution de ces désintégrations, vous trouvez ce qu'on appelle la courbe de décroissance radioactive, et c'est une exponentielle décroissante comme ceci. Et ça signifie quoi? On ne sait pas, si vous prenez un élément, on ne sait pas choisir le plus résistant. Hein, c'est complètement aléatoire, mais si vous prenez suffisamment d'éléments, eh bien, vous savez calculer exactement combien se désintégreront en un laps de temps. Non. Mais vous ne savez pas qui. Avec une certaine imprécision quand même. Bien sûr, les imprécisions. Sur 1 million, il y en aura 600 000, plus ou moins 3 000. Ah, bah, bien sûr, c'est la racine carrée du nombre. Bien sûr, bien sûr. Ça, ce sont les erreurs de mesure. Mais Non, c'est pas une erreur de mesure. C'est la loi du hasard. Oui, les erreurs statistiques. C'est ce qu'on appelle les erreurs statistiques qui est égale à la Donc c'est racine du nombre différence. entier. Pas des erreurs. Alors, on a une définition différente du hasard. Bon, toujours est-il que, là aussi, il y a, alors, au lieu de 1 million, disons 1 milliard. Ouais, je suis d'accord. C'est beaucoup plus petit. Oui, il y en a. Relative. Erreur relative, oui, bien sûr, bien sûr. Je
C'est comme pour les sondages électoraux. Plus il y en a, moins l'erreur est grande. Bon, alors, ce que j'appelle la seconde faute d'Einstein, c'est quoi? Eh bien, Einstein, vous le savez, n'a pas admis cet indéterminisme. C'est là où il a dit je refuse de croire en un Dieu qui jouait avec le monde. Pourquoi? Parce que lui était convaincu que l'intelligence humaine devait tout comprendre. Et donc, la solution qu'il apportait, c'était de dire la mécanique quantique est incomplète. Il manque des paramètres. Et donc, l'électron qu'on définit par une masse, une charge électrique, un spin, ce qu'on appelle ces nombres quantiques, hein, il y a quelques nombres quantiques comme ceci, et bien il y a un autre nombre qu'on n'a pas encore trouvé, et c'est ce nombre-là qui décidera si l'électron va là ou va là. Excuse-moi, mais il n'était pas le seul, il y avait deux Broglie aussi. Comment? Il y avait deux Broglie aussi, il y avait Schrödinger, ils étaient un certain nombre, on ne peut pas croire au hasard. De Broglie, oui. Broglie associe une onde à... Il y a même la fondation lui de Broglie qui faisait des séminaires à Lisieux sur cette idée, l'idée des paramètres cachés. Et c'est là qu'il est platonicien. Là on retrouve la caverne de Platon, le monde invisible, dont notre monde n'est qu'une projection. Ça c'est la caverne de Platon pure. Bon, toujours est-il que donc il émet l'hypothèse de ces variables cachées. Toujours est-il que John Bell, théoricien du CERN que j'ai bien connu, j'habitais dans le même bâtiment que lui à Genève pendant quelques années, John Bell a écrit ces fameuses inégalités et Alain Aspect a montré qu'il n'y a pas de variable cachée. Il n'y a pas de variable cachée, ça signifie qu'on sait tout ce qu'on peut savoir d'un problème et on ne peut pas tout savoir d'un problème. Donc ça me semble très clair. Alors, bon, pour garder l'honneur d'Einstein, John Bell c'est en 64 et Alain Aspect c'est en 82 et Einstein est mort en 55. Non, mais vous avez deux erreurs, combien d'autres en ont fait combien plus? Oh, mais vous savez que Einstein a fait pas mal d'erreurs dans sa vie. Hein. Du point de vue père de famille, c'était quelqu'un de pas du tout exemplaire. Politique aussi, c'était un bobo impénitent. Du point de vue politique aussi, c'était un bobo impénitent. Mon père de famille, c'était. Il a abandonné deux enfants. Voilà, Jean-Jacques Rousseau a écrit un livre sur l'éducation alors qu'il a abandonné tous ses enfants. Bon. Alors, là j'ai je veux rajouter un élément d'information. Alain Aspect, c'est quand même très important. Alors il faut savoir quand même que c'est Einstein, Podolsky et Rosen qui, dans un article des années 30, dans la Physical Review, ont posé ce problème. Ils ont dit il faut faire une expérience pour voir si oui ou non il y a des variables cachées. C'est ça. Il ne pensait pas qu'il y ait des variables cachées, mais il a posé le problème. John Bell a montré les inégalités et on a démontré qu'en fait il n'y avait pas de variables cachées. Bon. Mais c'est quand même Einstein d'abord qui a posé ce problème, et ce problème a tellement, je veux dire, fait phosphorer les scientifiques qu'on en est arrivé à ce qu'on appelle actuellement l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique prend ses racines dans le fameux paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen. Donc cette simple piste de réflexion qu'il a donnée, où il s'est trompé lui-même, a permis d'aboutir de fil en aiguille à l'ordinateur quantique, qui sera, quand il arrivera, 1 milliard de fois plus rapide que les ordinateurs actuels. Alors quant à Alain Aspect, il aurait pu avoir, c'est un expérimentateur, il aurait pu avoir le prix Nobel. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais il a eu le prix Templeton. Mais quoi? Le prix Templeton. Ah. C'est un vous connaissez. Voilà. C'est une très belle expérience. Et Alain Aspect a fait ses photons intriqués sur 6 mètres, je crois. Ensuite, ça a été répété sur Ça a été répété par beaucoup de gens. Mais c'était le premier. Il faudrait refaire cette expérience dans l'espace sur des millions de kilomètres pour voir s'il y a une limite ou pas. Oh, je me demande si ça n'a pas été fait. Dans l'espace, on fait des choses comme ça, non?
Non, pas dans l'espace, mais ça a été refait par des Allemands, des Chinois, de façon Ah, extrêmement bah, précise. d'accord, on Et elle a enlève à assez l'échelle raison. du kilomètre. Oui, d'accord, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, disons, des questions d'ordre scientifique soulèvent des questionnements d'ordre philosophique. Hein. Parce que la question du hasard, Il n'y a que ça qui soit intéressant. En fait, La la question. théorie, l'article dans Physical Review de 1935 de Podolsky-Rosen était très argumenté, très convaincant en fait. Et notamment, il y avait l'un des arguments que je trouve génial. Deux particules sont intriquées. D'accord à ce que dit Heisenberg, on ne peut pas connaître à la fois l'énergie et la position, par exemple. Ça, c'est Heisenberg. Heisenberg, c'est ça. On ne peut pas connaître à la fois l'impulsion. Bon. Il y a deux grandeurs qu'on ne peut pas connaître en même temps, parce qu'on en mesure une, ça perturbe la mesure de l'autre qui viendra ensuite et réciproquement. Mais, puisque les deux particules sont intriquées, on sait que les caractéristiques de l'une sont complémentaires de la caractéristique de l'autre. Autrement dit, je peux connaître l'impulsion de l'une et la position de l'autre, par exemple, et comme ça, je connais les positions des deux. Je connais les deux caractéristiques des deux. C'est strictement, à part ça, inexploitable techniquement, mais on a la satisfaction de dire qu'il y a bien quelque chose de réel qui n'est pas probabiliste. Or, c'est tellement convaincant comme raisonnement que ce que j'ai lu, on vient de le vérifier. Je crois que c'est Bernard d'Espagne qui dit ça. Qui lui aussi avait son bureau à côté de John Seward Bell. Et Je l'ai eu comme prof en français. Il était en C, lui, comme alors. Et en fait, Bell pensait que son expert... Enfin, Bell a fourni, c'est lui le génie dans l'affaire, il a fourni les conditions théoriques de l'expérimentation. Au moment de l'article, les gens pensaient, c'est ce que j'ai lu dans une autre review, mais ça m'a pas étonné de dire ça, c'est que les gens pensaient que c'était un peu une expérience. C'était presque quasi métaphysique, parce que quand est-ce qu'on serait capable de faire l'expérience là-dessus? Jusqu'au moment où Bell a dit, voilà comment on pourrait la faire, l'expérience. Mais à ce moment-là, on n'avait pas les moyens techniques. Mais théoriquement, lorsqu'on aurait les moyens techniques, on pourrait la faire. Einstein appelait ça des expériences de pensée. Oui, absolument. Et ensuite, après que John Seward Bell a fait la publication qui a failli lui valoir le prix Nobel, manque de peau, je crois qu'il est mort l'année où il devait l'avoir. Enfin, d'après tout le monde, il devait l'avoir. Il ne pouvait pas, c'était théorique, il n'y avait pas de gadget. Bon, toujours est-il que... Il l'aurait eu si... il aurait sûrement eu. Si Alain Aspect avait fait son expérience. Alors, effectivement, c'est ce qui est arrivé à Brooks, Engels et Hicks. Ils ont fait leur travail 50 ans plus tôt. 50 ans après, 2000 combien, 2012, 13, on prouve, et à ce moment-là, ils ont le prix Nobel. Bon, il y en a un qui est mort entre-temps. Bon. Donc, Bell pensait que l'expérience d'Aspect donnerait raison à Einstein. Ah oui, il pensait. Oui. Il croyait que l'expérience d'Aspect donnerait raison. Alors, il y avait eu, je crois, je cite de mémoire, en marchant sur des œufs, 3 tentatives d'expérimentation. 3 expérimentations avec des électrons, je crois que c'était. Le spin, et puis je sais trop quoi. Bon. Américaine, anglaise, je crois. 2 américaines, une anglaise, je crois. Et ça donnait plutôt. Enfin, il y en avait une qui était incertaine et les 2 autres donnaient raison, tort à Einstein plutôt. On dit raison plutôt à bord. Mais avec une probabilité insuffisante de l'ordre de 90%. Avec l'expérience d'Aspect, c'était une bonne probabilité, cette fois exploitable, valable. Oui, bon, Aspect n'a pas eu le prix Nobel, et quand même, il peut se consoler, il a eu mieux que le prix Nobel du point de vue de la renommée, il a laissé son nom à une expérience. On appelle ça le prix Il a eu le Templeton, qui est beaucoup plus élevé financièrement. Ah, en plus. Qui n'a pas la même réputation. Le prix Templeton, c'est un prix accordé à des scientifiques un petit peu portés sur la spiritualité. Voilà. Il y a eu Mère Teresa, qu'il a eu
Wigner. Qui a eu plus de belle. Bon, Il faut quand même savoir que l'ordinateur quantique, il y a eu des essais d'ailleurs. Excusez-moi, mais là, je suis peut-être pas d'accord avec Alain, Bernard. on continue, puis on va discuter. On discutera sur le quantique après. bon, alors là, je voulais continuer un petit peu sur le même argument, sur justement l'être en soi et les états propres. Quand on lit les philosophes, ils veulent toujours savoir la nature en soi de l'univers ou de je ne sais quoi. Et c'est très différent de ce qu'on fait en physique. En physique, on a ce qu'on appelle des états propres. Alors qu'est-ce que c'est? Par exemple, il y a cette parabole du chat de Schrödinger. Vous connaissez tous la parabole du chat de Schrödinger? Non? Ah non, mais il faut le dire, c'est pas Hein? ce malheureux chat qu'on a essayé de gazer, Ce c'est bien malheureux les chat. Autrichiens. Vous mettez un chat dans une enceinte scellée avec un atome radioactif qui va se désintégrer dans l'heure qui vient. Et si l'atome se désintègre, c'est un processus aléatoire de physique quantique. Si l'atome se désintègre, alors ça enclenche un mécanisme qui produit un gaz mortel et le chat meurt. Et donc, le problème c'est, qu'est-ce qui se passe pour le chat si on ouvre au bout d'une heure l'enceinte? Est-ce qu'on va trouver un chat mort ou un chat vivant? Et alors, la réponse de la mécanique quantique, qui n'est pas du tout évidente, c'est que pendant cette heure, eh bien, le chat, tant qu'on n'a pas regardé dans quel état est le chat, il est à la fois mort et vivant. Qu'est-ce que ça signifie? Ne haussez pas les épaules, hein, c'est le résultat des équations de dynamique de la mécanique quantique. Alors bien sûr, pour un chat, ça n'a pas grand sens. Et l'exemple que je donne ensuite, c'est l'exemple des neutrinos. Les neutrinos, c'est un petit peu la même chose. Là aussi, il y a du hasard quantique qui intervient. Les neutrinos, on connaît 3 types de neutrinos, nu, nuto. Par exemple, dans le Soleil, il se crée un flux immense de neutrinos du premier type, nué. Et à travers ma main, il y a 1000 milliards de neutrinos qui la traversent chaque seconde, qui viennent du Soleil. Et la question c'est, de quelle sorte sont les neutrinos qui traversent ma main? Sont-ils du premier type, du second type, du troisième type? Sachant que quand ils sont produits au cœur du Soleil, ils sont tous du premier type. Et c'est vrai aussi bien l'hiver, la nuit que le jour, parce que même la nuit, les neutrinos traversent toute la Terre. Et la réponse c'est, si je prends un neutrino électronique du produit dans le Soleil, je le suis jusqu'à ce qu'il traverse ma main. Je ne sais pas ce qu'il sera au niveau de ma main. S'il sera un neutrino électronique, s'il sera un neutrino ionique, et s'il sera un neutrino tonique. Pourquoi? Parce que les neutrinos ont cette propriété quantique d'osciller, c'est-à-dire de pouvoir changer, de passer d'un état à un autre. C'est les seuls d'ailleurs, les électrons, c'est les seuls qui peuvent muer comme ça. Les électrons tous comme ça. Non, mais les électrons ne peuvent pas. Ils sont Un électron tous. ne peut pas devenir un muon comme ça. L'électron peut devenir un muon virtuellement. Il y a des graphes virtuellement. Il faut lui donner des Seulement, c'est une question de la masse par rapport aux autres entités. Et la masse de l'électron et la masse du muon sont tellement grands que c'est quasiment impossible. L'électron fait 511 quelques, le muon fait 105 mètres. Alors que les neutrinos, ils sont presque tous à petit. Tandis que pour les neutrinos, justement, les masses sont tellement faibles que cette oscillation se fait, c'est une oscillation ondulatoire, se fait suivant l'énergie, sur des kilomètres. Et donc, pour comprendre et pour rationaliser ce phénomène, on est obligé d'introduire ce qu'on appelle des états propres. Alors, il y a les états propres
on voit au moment de la production des interactions, nu1, nu2, mais aussi des états propres qui sont différents, qu'on appelle nu1, nu2, nu3, qui sont les états propres de propagation. Et en fait, il y a un système de superposition entre nu1, nu2, nu3, c'est une matrice, et nu1, nu2, nu3, et nu1, nu2, nu2. Et donc, si vous prenez un nué, il se décompose en un certain nombre de nu1, nu2, nu3. Ces nu1, nu2, nu3 qui ont une masse bien définie voyagent à une vitesse légèrement différente. Et donc, quand ils arrivent sur Terre, eh bien, ils peuvent se convertir et donner, au moment de l'interaction, ils peuvent interagir soit comme un nué, soit comme un nu, soit comme un nu2. Et le résultat qu'on connaît actuellement, c'est que sur les 1000 milliards, il y a à peu près 300, il y a un tiers des trois différents. Et donc, aucun ne va interagir, mais ils traversent. Vous ne les sentez pas, ne vous en faites pas. Ils sont pas du tout agressifs. Non. Ils n'interagissent avec rien, ils interagissent sur 1 sur 1 milliard qui va Voilà, s'arrêter c'est ça dans que la je voulais- traversée de la Terre. C'est ça que je voulais savoir. 1 sur 1 milliard dans la traversée de la Terre. Ces énergies-là, mais attention, ça dépend de leur énergie. Et aux accélérateurs, on produit des neutrinos de beaucoup plus grande énergie qui, eux, s'arrêteront sur des distances moins grandes que la Terre. Oui, c'est parce que le monde est plus grand que la Terre. Si vous voulez, mais c'est surtout une question d'énergie et de ce qu'on appelle la section efficace, la probabilité d'interaction. Bon, alors, ce qui signifie quoi? Ça signifie que il n'y a pas un état en soi, un être en soi du neutrino. Ça n'existe pas. Il n'y a que des états propres, c'est-à-dire que la nature du neutrino va dépendre de la question qu'on lui pose. Si on lui pose la question quelle masse as-tu, c'est nu1, nu2, nu3. Si on lui pose la question comment vas-tu interagir, c'est nu1, nu2, nu2. Et entre les deux, il y a un jeu de combinaisons. Et donc, la conclusion que moi, très naïvement, je pense, c'est que on ne peut pas définir l'être en soi en physique. On ne peut définir que des états qui dépendent. On dit souvent la mesure dépend de l'observateur, enfin, la réalité dépend de la mesure. Là, c'est l'exemple typique. Et pour le chat, c'est la même chose, mais bien sûr à un niveau macroscopique qui n'est pas envisageable. Mais ça signifie malgré tout que qu'en physique, on n'a pas à rechercher l'être en soi. Hein, comme disait avant Heisenberg et Bohr, on ne peut pas savoir ce qu'est l'être en soi de la réalité. On ne peut savoir que comment réagira la réalité dans certaines conditions. Bon, il est déjà 8 heures. Là, je voulais vous parler du démon de Maxwell, peut-être c'est pas nécessaire. Et les caprices de l'imagination, c'est pas nécessaire. Oui. Donc. Si je comprends bien, les deux erreurs d'Albert Einstein, l'une c'est la relativité générale, où il a cru faire une erreur en introduisant une constante cosmologique alors qu'il avait raison, finalement. Mais il a introduite, c'était une erreur, il a cru faire une erreur, c'était une deuxième erreur. Et la deuxième, c'est en mécanique quantique, bon là c'est connu, il était comme De Broglie, comme Schrödinger, un déterministe. Il n'a jamais voulu croire dans un hasard intrinsèque. Ce en quoi, évidemment, Planck, Heisenberg, tous ceux qui étaient pénétrés de l'idéologie allemande, de Schopenhauer, de Heidegger, de Kant, c'est plutôt une erreur
donc philosophique que scientifique. Alors que la première erreur était plutôt scientifique, parce que la constante cosmologique, on sait qu'elle est nécessaire. La deuxième, elle est plutôt dans ce philosophique. La première était d'ordre scientifique, mais elle avait ses sources, d'après ce que j'ai compris, elle avait sa source du côté philosophique, hein, puisque je crois que c'est à partir d'Aristote, hein, c'est ça? C'était la citation d'Aristote, si je ne me trompe pas. Bon, Je peux poser une question, là, parce que j'ai un doute. La théorie du Big Bang, est-ce que c'est bien l'abbé Lemaitre ou c'est quelqu'un d'autre? la théorie du Big Bang, La théorie du Big Bang à partir des équations de la relativité générale d'Einstein. C'est l'abbé Lemaitre ou c'est quelqu'un d'autre en premier? Le premier, c'est Friedman. Ah, c'est Friedman. Mais comme c'était tellement contraire à la doctrine communiste, il n'a pas pu publier en dehors du journal de son université. Si bien que personne ne l'a connu ailleurs. Et c'est quand même, donc, le maître a fait le même travail, un peu plus développé d'ailleurs, et c'est pourquoi ça s'appelle la théorie de Friedman. bon, je voulais vous parler aussi de Simone Veil. Le maître étant prêtre de l'Église catholique, il n'était pas gêné par l'idée que le monde pouvait commencer. Il y a quand même une base idéologique. Bien sûr. C'est la création. Bien sûr. Tandis que Friedman se heurtait au dogmatisme des autorités communistes qui voulaient prendre Paris. Il était communiste, fait. Non, mais il était russe. Il était russe. Ah, russe. Ah oui, d'accord. Il était russe. Alors, évidemment, 1922. Oui, c'est-à-dire que le contexte idéologique est quand même vu comme un rôle dans la création. Bien entendu. Bon, j'arrive à la conclusion, mais je voudrais quand même introduire juste une pensée de Simone Veil, celle avec un W, hein, pas celle du Panthéon. La mystique. Qui dit que l'intelligence n'a rien à trouver, elle a à déblayer, elle n'est bonne qu'aux tâches serviles. Et ça, je l'ai lu dans La pesanteur et la grâce. Hein. La pesanteur et la grâce. Oui, La pesanteur et la grâce. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté, j'ai pas entendu. La dernière partie, je n'ai pas bien entendu. Non, c'est là. Ah, c'est là. L'intelligence n'a rien à trouver, elle a à déblayer, elle n'est bonne qu'aux tâches serviles. Alors, Veil était parti travailler en usine quand même. Oui, chez Renault, oui. Oui. Mais pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que Pascal et d'autres aussi, Bergson, ont défini deux sources de connaissances. L'une, chez Pascal, ça s'appelle la raison et le cœur, ou l'intelligence et l'instinct. L'esprit de géométrie et l'esprit de... Et donc, Simone Veil nous dit que l'intelligence, eh bien, c'est ce qui aide à connaître, mais connaître simplement la partie, disons, mathématique, la partie déterministe. Tandis qu'il y a l'instinct ou l'intuition. Et l'instinct ou l'intuition, c'est ce qui nécessite le hasard. C'est ce qui va au-delà du déterminisme. Et Einstein nous dit quelque chose aussi, c'est que l'imagination est plus importante que le savoir. Et le savoir, c'est l'intelligence. Alors que l'imagination, c'est l'intuition, c'est le cœur, etc., etc. Ce qui fait que j'en arrive à ma conclusion. La physique se fonde sur des observations, et c'est l'intelligence humaine qui conçoit la théorie. C'est l'intelligence humaine qui conçoit la théorie, mais il n'y a pas de connaissance pure. Et là, j'ai une phrase de Proust. Je suis fanat de Proust. Hein. J'ai écrit un bouquin sur Proust et les sciences. Proust dit « La réalité pure n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. » Et ceci est vrai. Je donne l'exemple de la ligne droite. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite? Si vous voulez le dessin d'une ligne droite, vous prenez une craie et sur un tableau, vous faites comme ceci.
Mais ce que vous faites là, c'est pas la ligne droite. La ligne droite rectiligne, c'est une ligne idéale. La ligne, c'est une image que vous devez idéaliser pour vous faire une notion de la ligne droite. Et donc, la réalité pure doit être recréée par notre pensée. Et alors, ma phrase finale, c'est que le paradoxe d'Einstein, c'est que c'était un esprit inventif et intuitif par excellence, et on semble avoir démontré que l'intuition vient non pas de l'intelligence. Simone Weil a dit l'intelligence, ça sert que pour les tâches serviles, mais de l'intuition et donc du cœur. Et c'est là où c'est un petit peu un paradoxe, puisque cet esprit inventif qui se base sur l'intuition, qui prône l'imagination, renie le hasard, qui est pourtant à l'origine de son intuition. Bon, et je terminais avec mon encart publicitaire. Je voulais vous dire que The Conversation, c'est très intéressant. J'ai 3 nouveaux articles. Un sur les neutrinos au collisionneur du CERN qui n'a aucun intérêt et qui a pourtant attiré 10 000 lecteurs. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je marque bien que ça n'a aucun intérêt. Mais un autre plus amusant, qui est apparu il y a 2-3 semaines, Blaise Pascal et les prémices de l'intelligence artificielle. Et celui-là n'a attiré que 500 lecteurs. Je ne comprends pas. Je comprends pas. C'est lui qui a fabriqué la première machine à calculer. C'est lui qui a fabriqué la première machine à calculer. C'est bien l'argument de mon article. Non seulement la première machine Pascaline, mais aussi les premiers calculs de probabilité. Et donc ce sont les 2 ingrédients de l'intelligence artificielle. Mais il démontre dans ses pensées que l'intelligence artificielle, on aimerait cloner le cerveau humain, c'est-à-dire faire, à partir d'un computer, faire quelque chose de créatif. Et d'après la pensée de Pascal, l'intelligence artificielle est un leurre. C'est ce que j'en tire d'une de ses pensées. Et puis, il y en a un autre qui devrait paraître ces jours-ci. Il a été édité et tout. La physique racontée par Marcel Proust. Bon, voilà. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment très intéressant.